Vous espérez trouver qui? Théophile Gautier ou Stendhal de préférence, puisqu'on sait qu'ils sont venus à Pompéi à l'époque où la ville avait déjà été découverte. Et donc on espère égaler la trouvaille de Mozart dans le temple d'Isis. La particularité de cette villa, c'est que c'est une des premières fouillées à Pompéi, de 1771 à 1775. Donc la première fouillée, la première laissée à l'air libre, puisque c'était vraiment, elle a été dégagée de tous les lapidis qui la recouvraient, pour être présentée et pour pouvoir être visitée. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dès la fin du XVIIIe siècle, tous les visiteurs se succèdent dans cette villa, la représentent, la décrivent. C'est dans cette villa que se situe la nouvelle de Théophile Gautier, Aria Marcella. Chateaubriand en parle, donc c'est une des villas les plus mythiques, un des monuments les plus emblématiques de Pompéi, donc le plus représenté, le plus décrit. Ce qui est assez nouveau aussi dans la découverte de la villa Diomède, c'est d'une part, dès qu'on rentre dans la villa, l'approche d'un secteur thermal. Donc on connaissait bien évidemment des grands thermes d'époque romaine, comme les présentent Rome encore aujourd'hui, les thermes de Caracalla, les thermes de Trajan, mais c'est des grands thermes publics impériaux. Là, ce sont des pièces thermales à l'échelle domestique qui sont conservées presque dans leur état de fin de fonctionnement, avec des vitres qui sont découvertes sur les fenêtres. Les châssis de bois étaient carbonisés, mais on retrouvait les vitres, avec le décor associé. Et l'autre, ça sera, alors c'est plus sur un registre émotionnel, c'est dans les cryptoportiques, donc ils se trouvent sous le niveau de jardin de la villa. Les habitants de la villa s'étaient réfugiés dans cet espace souterrain en espérant être protégés de l'éruption. Et en réalité, par les fenêtres, donc les lapidis sont très rapidement arrivés, on est assez proche du Vésuve, et donc très rapidement ils vont être ensevelis, et les corps vont se mouler dans cette couche de cendres éruptives. Et en tout cas, ça va nourrir tout cet imaginaire des voyageurs qui pouvaient aussi se confronter à ce qui était considéré aussi comme une ville de la mort. Ah, regarde celui-là. Là aussi, c'est pas mal. Ouais, c'était là que ça rendait bien. Il y avait beaucoup de couleurs différentes en fonction des quatre encres qu'on voyait. Le rouge, il ressort plus que tout à l'heure. Et le blanc aussi, d'ailleurs. Ça va différencier. Et la craie aussi. Des petites aspérités. Cette étude des graffitis s'appuie sur des techniques d'imagerie assez particulières qui sont portées par un groupe du C2RMF avec des prises de vue photographiques qui permettent de révéler certains graffitis qu'on ne peut pas voir clairement à l'œil nu. Déjà pour les livres, les étudier, identifier les personnages et reconstituer ce qu'on pourrait appeler ce premier flux, j'utilise des guillemets, touristique de Pompéi. C'est une habitude très courante qui ressemble un petit peu à du vandalisme avec nos yeux contemporains, mais en réalité il s'agissait d'attester son passage. À l'époque on ne pouvait pas faire des photos, poser devant le monument. L'idée est vraiment de comprendre la fréquentation de la villa suivant les époques, donc c'est pour ça que quand il y a des dates c'est extrêmement important, puisqu'on va pouvoir, maintenant qu'on a étudié à la fois le cryptoportique, les pièces du rez-de-jardin et les pièces du rez-de-chaussée, essayer de voir si la fréquentation a changé, si des pièces qui étaient prioritaires je sais pas, au moment de la découverte de la villa ont été un peu délaissées par la suite, etc. Et comprendre également le flux par nationalité. L'intérêt, c'est aussi de comparer avec les archives, savoir si les pièces les plus représentées étaient effectivement les pièces les plus importantes. Voilà, mais ça demeure assez expérimental puisque ça n'a jamais été fait, en tout cas ici à Pompéi. Alors les gens dont on sait qui sont passés ici, on a en particulier Stendhal, Chateaubriand et Alexandre Dumas et Théophile Gautier. Mais alors évidemment on espère les trouver parce que c'est amusant, mais finalement c'est plus pittoresque qu'autre chose puisque on sait qu'ils sont venus et ça n'apportera pas d'informations nouvelles. Donc on lit ici comte de Cavour, piémontais, donc le comte de Cavour qui a participé à l'unification de l'Italie, qui est peut-être pas très important pour les Français mais qui pour les Italiens est un personnage historique important. Et de mon point de vue, c'est d'autant plus important que Cavour est réputé ne jamais être allé en Italie du Sud. C'est ce qu'un visiteur m'a dit l'année dernière
en venant visiter la villa. Et donc on aurait là la preuve que même s'il ne connaissait pas l'Italie du Sud, il aurait lui aussi au moins fait son voyage, le traditionnel voyage dans le sud de l'Italie. Mais ça reste à confirmer puisque dans son journal, je n'ai pas trouvé de traces de son passage ici. Dans la Villa de Diomède, par exemple, le niveau de rapport entre l'édifice et la nature tout autour, mais bien sûr que c'est plus fort par rapport à une maison de la ville. Les émotions des squelettes, la poitrine, le moulage des squelettes, c'est un endroit particulier où beaucoup de Pompéi a été joué, je pense. À l'origine, c'était un projet qui était destiné à modéliser cette grande villa de Pompéi, qui est inédite. Elle n'a jamais été publiée. Elle s'étend sur environ 3500 m² et le point de départ était de tenter une collaboration avec des informaticiens de l'École normale et de l'INRIA qui ont mis au point des algorithmes pour reconstruire en 3 dimensions des objets. Et là, en l'occurrence, on voulait tenter de reconstruire une architecture. L'idée était aussi d'intégrer, d'injecter dans ce modèle en 3D toutes les archives historiques qui concernent la villa, de les projeter en quelque sorte en 3D et de pouvoir les associer, de les superposer par calque, que ce soit des vues en section, des coupes, des plans, mais aussi, surtout, des vues en perspective et de reconstruire le bâtiment au fil du temps. La Vega a cette intuition de laisser les bâtiments à l'air libre avec la conviction que ça pouvait constituer un véritable musée à l'air libre. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, quand il fouille la Villa Diomède, il va dresser des journaux de fouilles très précis. Donc, jour par jour, on sait ce qu'ils vont fouiller. On arrive à même suivre la progression des fouilles, ce qu'ils fouillent, où ils le font et quels objets sont éventuellement enlevés. Mais on sait aussi, pour certaines journées, les prélèvements de mosaïques qui vont être effectués, mais aussi de peinture, pour les parties les plus précieuses, par un restaurateur qui s'appelait Canard, dont la spécialité était de les démonter pour pouvoir là aussi les transférer dans les collections royales ou ailleurs. Certaines vignettes de peinture, certaines pièces particulières sont prélevées, mais sinon la plupart des peintures sont laissées in situ. Et l'autre méthode qu'il va donc développer, c'est d'associer à cette fouille à ciel ouvert et à des restaurations assez sommaires mais finalement assez importantes pour consolider les structures, c'est de faire dresser des relevés systématiques des peintures laissées à l'air libre, en sachant qu'elles devaient évidemment être dégradées. Au-dessus du bassin, il y a une peinture quasiment effacée complètement, sauf quelques traces de bleu encore à des endroits miraculeusement protégés, qui représentaient une scène marine. Mais on n'aura pas du tout une étude décorative et archéologique de la pièce dans son état au moment de la découverte. De cette pièce-là, comme on ne connaît pas le décor, on a juste un croquis fait par Piranèse qui montre un personnage de profil devant
ces 3 fenêtres ouvertes sur le jardin, on n'a aucune connaissance de ce qu'était le décor de la partie basse. Mais quand on regarde bien, malgré la poussière et malgré l'usure, on arrive encore à voir des éléments. Alors je vais te les montrer. Là, avec la lampe, ça sera plus facile, puisque la lumière rasante nous aide bien. Alors ici, par exemple, tu vois, il y a ce qui me semble être un animal et peut-être un cheval ailé, dont on voit ici les ailes, la tête, les pattes et le corps. Donc ce ne sont pas des taches de chou, mais c'est vraiment un animal. Il est fort possible qu'il y ait eu des dessins qui soient perdus ou des éléments de ces décors qui n'aient pas été identifiés. Puisque dans les dessins, il y a des représentations complètes des parois, mais il y a aussi des petits schémas faits dans un coin d'un autre dessin, des petits motifs qui sont relevés. Donc peut-être qu'on aurait, sans les avoir identifiés, certains de ceux qui sont là à l'état de traces ou d'ombres chinoises carrément. Pas de tesselle, pas de mosaïque. On a retrouvé des mosaïques qui appartiennent très certainement à la villa Diomède parce qu'elles ont été dessinées peu de temps après leur découverte. Des mosaïques qui ont été déposées donc, dans un premier temps à la Reggia di Portici, qui n'est pas très loin d'ici. C'est une reggia qui a été ensuite aménagée en université et une partie qui a été tout à fait restaurée dans lesquelles on a installé donc 3 mosaïques qui viennent peut-être donc de la villa Diomède avec une inscription qui était sous les archives. Donc des dessins de ces 3 mosaïques qui disaient que ça venait de la villa suburbana qui était en fait la villa de Diomède à l'époque. Ce sont 3 mosaïques géométriques qui n'ont pas des dimensions exceptionnelles et qui pourraient donc rentrer dans plusieurs pièces de la villa. C'est à moi effectivement de reproduire tout le schéma décoratif de la villa, enfin en tout cas au niveau des sols, en m'inspirant évidemment de l'architecture, de la fonction des pièces et aussi du décor peint qu'il peut y avoir. Donc c'est mon enquête à mener. Si tu lis tous les journaux de fouilles, tu vois des différences de position. Puisqu'en fait, la hiérarchie à Pompéi dans les fouilles, c'était ça. Et donc il y avait les ouvriers, il y avait le chef des ouvriers qui fait un premier rapport. Il y a la Vega comme directeur des fouilles de Pompéi, il y a Alcubierre au-dessus, qui est un peu le directeur général des fouilles, il y a le ministre. Et tout ça, ça produit des réactions. Il peut y avoir des petites différences, mais des fois, les petites différences peuvent nous ajouter beaucoup. Avec Hélène, on se propose à faire une sorte de... en italien, on peut dire uno spaccato. On peut voir un case study, un caso di studio sur la manière d'essayer de voir de plus proche possible la manière de fonctionner du système de fouilles, de l'administration des fouilles. Bien sûr, c'est normal qu'à fur et à mesure que les maisons, les villas s'ajoutent, la villa de Diomède perd d'unicité. C'est vrai, il n'y a pas les fresques, mais c'est l'architecture, la maison, la vie, le jardin, la Vega qui retrouve les arbres et qui le note, qui note, vous vous rendez compte, il y a encore les arbres carbonisés, on peut comprendre, bien ordonnés à côté de la piscine. Donc c'est là aussi, c'est-à-dire c'est une évocation d'un jardin. Comme ça, sans faire des études, Pompéi a été toujours ça, une énorme présence, mais en même temps, ne doit pas paraître contradictoire, c'est aussi une énorme absence.
Il y a les deux objectifs du projet qui en réalité se superposent. Le projet de la maquette virtuelle intégrant la documentation historique, c'est restituer l'état de la villa au moment de sa découverte, et donc en 79 après Jésus-Christ, scellé par l'éruption, et puis sa progressive évolution jusqu'à nos jours. L'autre objectif du projet, c'est là de remonter le temps à partir de 79 et essayer de comprendre comment cette villa s'est constituée à l'époque romaine, sachant que là aussi il y a un enjeu de documentation et de compréhension, puis c'est un des plus gros chantiers de construction privée de Pompéi. Elle s'étend sur 3500 mètres carrés, sans considérer les étages qui se trouvaient au-dessus du rez-de-chaussée, enfin, l'étage probablement. Et donc l'objectif du projet est aussi d'essayer de reconstruire toutes les phases de vie de ce bâtiment jusqu'à l'éruption et d'identifier les chantiers qui l'ont rythmé. Pour essayer de mieux comprendre les phases de construction de la villa et surtout son insertion aussi dans le territoire, on a engagé des prospections géophysiques qui permettent de voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu sous le sol. Il y a la trace du mur. Hein? Oui, il y a la trace de ce mur. Hein. Oui, mais vous pensez que c'était un redoublement? Comment ça s'appelle? Non, on pense que la villa, en fait, elle existe avant que la rue existe. Et du coup, peut-être que sous cette rue restent des traces de murs de la villa, en fait. Apparemment, la prospection est en train de donner des résultats satisfaisants. Ça veut dire que ça traverse déjà. Oui, ça traverse déjà, oui. Le plan de la villa, on le traite sur 3 niveaux, en fait. Où on a rez-de-chaussée, rez-de-jardin et le cryptoportique. Et après, on a tout un système de numérotation par pièce et par mur pour faire le lien entre les bases de données, les photographies, etc., etc. Et les hypothèses de la phase initiale de la villa qu'on a émise, en fait, c'est quelque chose comme ça. Et donc, on imagine que la villa pouvait se prolonger jusqu'à l'autre rue. Quand on reporte cette emprise à la Villa des Mystères, on retombe sur la même orientation, le même parcellaire et les mêmes dimensions. Oui, c'est ça. Donc c'est une hypothèse. Pas l'orientation de la ville. Non, c'est pas l'orientation de la ville. Ah non, pas du tout. C'est pas exactement la même orientation. Mais parce que de toute façon, les villas suburbaines, elles étaient peut-être dans un autre système que l'intramuros. Oui, voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. La largeur des îlots dans la région 6 est de 33 mètres qui correspondent en mesure antique à 120 pieds osques. Donc les 120 pieds dans le système métrique avant la création de la colonie romaine. Et donc si on cherche sur les façades de la villa de Diomède, on a l'impression qu'on pourrait essayer de recaler ce module de base de 33 mètres dans la villa de Diomède. Moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est pour l'instant de faire que des directrices. C'est-à-dire qu'on a cette orientation-là, de voir dans quel bâtiment on la retrouve entre ici et la porte d'Herculanum. Et puis d'en faire une autre à partir des choses qui nous paraissent perpendiculaires à la rue. Dans une autre couleur. Ah oui, pour essayer de les positionner. Voilà. Et après, on trouvera 33 mètres et ça sera bien. Et après, des multiples de 33. Après, si on pouvait presque, tu vois, avec une couleur genre rouge pour cette directrice-là, bleu ou vert, je sais pas quoi, pour ce qui est perpendiculaire à cette rue-là. Et puis, s'il faut en créer une deuxième ou une troisième, on aura comme ça des séries de choses qui se croisent et peut-être ça nous donnera des idées sur les rythmes de développement, sur ce qui est conditionné par l'existence de la rue, sur ce qui pourrait lui préexister. Puis les tombes, elles sont quand même datées, donc ça c'est intéressant. Et les tombes sont datées, donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire ton enduit là qui vient de ce côté-là sur le muret de refend. L'enduit jaune ? Ouais, il va avec l'angle du bout là. Le petit mur, c'est le mur 8, c'est ça. Donc les deux sont forcément postérieurs au muret de refend. C'est pas grave s'ils sont pas tous les deux sur le muret de refend. Puisque là tu mets que le temps. Et par contre tu peux leur mettre les deux US, celle du muret de refend et celle de l'angle. Tu peux leur mettre un lien de contemporanéité puisqu'ils sont liés. Ce que tu n'as pas encore là sur ton dessin. Ok, donc là on a le muret de refend sud, avec
sa réflexion post-sismique. Ouais. Là, elle n'est pas du tout censée se trouver là, hein, mais ouais, ça va pas. C'est juste que du coup, on savait pas où la placer. Ce premier mur qui aurait été coupé, qui était plus long, et la gouttière qui marche avec. Ouais. Et ensuite, il est taillé, il est enduit. S'il y a une gouttière, il y a un portique. Bon, il semblerait s'arrêter. Après, il faudrait peut-être plus nettoyer, mais c'est encore des moins longs. Là, on voit pas trop où il s'arrête en fait, le mur. Là, il reste un peu de terre. Enfin, en tout cas, la limite. Et ça s'arrête là. Donc là, c'est dans notre raison. Il y a celui-là. Celui-là existe déjà. Celui-là. Et est-ce que celui-là existe déjà? C'est ce qu'on ne sait pas. C'est celui qui vient redoubler. Ils sont liés dans la partie, la réfection de la partie supérieure est liée. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils marchent en bas. Et après, il y a ce mortier jaune en fait qui est assez surprenant parce que tu l'as en partie basse, mais surtout dans la partie supérieure. Et surtout, après, il vient se poser sur un premier mortier qui est celui-là, qui est le mortier grisâtre. Ouais. Et donc on ne savait pas trop comment l'interpréter. Du point de vue des méthodes, on ne fouille pas sur le terrain, mais ce sont les mêmes méthodes qui sont sollicitées, sauf que ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsqu'on fouille, on va dégager les sédiments en partant du plus récent, normalement, et en allant vers le plus ancien, en allant en profondeur. Là, on travaille en aplat sur un mur, sur des structures verticales. Donc c'est beaucoup plus difficile de lire ce qui vient dessus ou dessous, mais en réalité, un mur-ci est composé de différentes unités, ce qu'on appelle les unités stratigraphiques, c'est-à-dire chacune correspondant à une phase de construction particulière. Et lorsqu'on étudie un mur, eh bien, c'est comme si on le fouillait, où au lieu, il faut imaginer qu'on le met en aplat et on va essayer d'identifier toutes les poches de construction qui le composent. Il ne peut y en avoir qu'une, dans ce cas, ça sera une seule unité stratigraphique, ou plusieurs unités, chacune correspondant à une étape définie de construction, à une phase. Et ces regroupements en phases permettent ensuite, à l'échelle même de la villa, on travaille sur chacun des murs, mais de dresser une sorte de plan faisant apparaître les différents chantiers de construction qui ont donné le bâtiment final. L'intérêt de ce travail avec cette étude du bâti, c'est qu'on étudie le décor, mais on étudie aussi le revêtement dans sa totalité. Et on l'étudie en liaison avec les parois. Et on l'étudie aussi en liaison avec des structures disparues qui étaient masquées par des enduits qui sont tombés. Et donc on va essayer de lire aussi une ouverture bouchée qui avait été elle aussi enduite. Bon, on verra le décor qui a camouflé la porte bouchée, mais on verra aussi en épaisseur la couche de mortier et les couches de mortier qui ont décoré ou revêtu le chambranle de la porte lorsqu'elle existait. Donc par l'étude du mortier, et de l'enduit, on va aussi comme ça pouvoir faire apparaître des phases de construction, on va pouvoir faire apparaître des modifications dans la circulation entre les pièces. Et ça, si l'architecture et les matériaux de construction le montrent, le mortier pourra venir le confirmer. Quand Hélène essaye de voir si deux murs sont chaînés ou si l'un est construit après l'autre et vient s'appuyer contre l'autre, on a quelquefois des indices extrêmement importants. Quand le mur vient s'appuyer sur un autre mur, sur la maçonnerie, mais aussi sur les couches d'enduit et sur le décor du premier mur. Tu vois, on a cet apport en particulier de l'étude du revêtement. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'association de l'architecture avec la mosaïque. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'avec quelques mosaïques qui ont été déposées, je recherche le long des parois des murs si je trouve des tesselles ou des mosaïques qui passent sous les murs. Donc il faut imaginer que quand on a une mosaïque qui passe complètement sous un mur, ça veut dire qu'il y avait déjà deux phases. D'abord la mosaïque, puis ensuite une réduction de la taille de la pièce avec la construction d'un mur par-dessus, qu'on a pu voir dans la pièce 15, 16 et 17. Une autre branche très importante qui est l'ingénierie structurelle, qui est portée par une équipe italienne de l'université de Padoue et l'université de Naples, avec le projet de modéliser de façon structurelle la villa pour comprendre, alors d'une part comment elle a pu s'adapter au terrain et essayer de résoudre certains problèmes d'ingénierie, et aussi pour voir comment elle a pu résister aux tremblements de terre successifs qui se sont abattus sur Pompéi. Il y en a un qu'on connaît,
daté, alors à une année près, soit 62, soit 63 après Jésus-Christ, et un autre, ou plusieurs autres, même autour de l'année 70, disons, et qui ont précédé de peu l'éruption. Et eux travaillent vraiment sur cette dynamique d'essayer de comprendre comment, si la villa peut résister ou non aux secousses, à quel type de secousses, et leur collaboration est indispensable puisque par l'archéologie on arrive à identifier des phases de reconstruction, on peut voir des fissures, des écroulements, et leur appui est très utile pour essayer de quantifier nos données, puisque nous on peut avoir une approche qualitative, mais eux peuvent vraiment la quantifier, essayer de raisonner sur des impacts sismiques. Nous, ce que l'on peut étudier en archéologie, c'est ce qu'on voit lorsque le mur est encore présent, on va caractériser la face visible, à savoir le parement. Mais on ne sait pas souvent comment est constitué le blocage, c'est-à-dire l'espace qui se trouve entre les deux parements, le noyau interne du mur. Donc là où se trouvent de minuscules petits trous, ils peuvent, eux, avec une sonde, arriver à caractériser le blocage et à quantifier sa résistance. Alors c'est un savoir empirique, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ils ont confronté à un risque sismique ici récurrent, puisqu'en réalité il y a très peu d'intervalle entre 62-63, un autre autour de 70 et puis l'éruption finale en 79. Donc forcément, en moins d'une génération, ils ont connu 1 ou 2 tremblements de terre et donc ils ont dû tester des techniques et surtout tester différents matériaux et les associer. Et il est vrai que dans ce qu'on appelle la dernière phase de construction de Pompéi, donc dans la décennie qui a précédé l'éruption, on trouve très souvent associé tuf ou calcaire avec ces assises de terre cuite qui ont une meilleure résistance. Après, c'est aussi des logiques de construction plus rapides. Il y a aussi la logique et l'économie du chantier elle-même qui peut expliquer ça. Mais c'est vrai qu'ils ont testé ces techniques. On a quelques textes qui nous apprennent que face à certains épisodes, les constructeurs essayaient ils ne connaissaient pas l'origine des tremblements de terre, ils pensaient que c'était plutôt des vapeurs qui sortaient du sol, qui pouvaient tester des techniques notamment de fondation plus résistantes.